Nous nous rendons à Cleveland, dans l'Ohio, au tribunal du comté de Cuyahoga, où nous découvrirons l'histoire effrayante de Michael Madison, un tueur en série et délinquant sexuel américain condamné à East Cleveland, dans l'Ohio. Pendant 9 mois, en 2012 et 2013, Madison a commis l'inimaginable, enlevant la vie à au moins 3 femmes et laissant une communauté en état de choc et de peur. Rejoignez-nous pour découvrir les détails choquants de ces crimes, les procédures judiciaires qui ont suivi et la sentence qui a finalement été prononcée à l'encontre de Madison. De la découverte des corps des victimes enveloppés dans des sacs en plastique au drame judiciaire qui s'est déroulé pendant le procès, cette histoire ne manquera pas de vous faire frissonner. Pour comprendre les crimes effrayants commis par Michael Madison, il est essentiel de se plonger dans son passé trouble et sa première vie. Né le 15 octobre 1977 à East Cleveland, dans l'Ohio, l'éducation de Michael Madison a été marquée par une vie familiale tumultueuse qui a eu un impact profond sur son avenir. Les parents de Michael Madison, Diane Madison et John Baldwin, ne vivaient pas une relation stable au moment de sa naissance. En fait, Madison était le fruit d'une grossesse accidentelle, et Baldwin a nié avec véhémence être son père, n'ayant aucun contact avec Madison tout au long de sa vie. Cette absence de figure paternelle s'est révélée être un vide important dans l'éducation de Madison. Dès son plus jeune âge, Madison a été confrontée à des difficultés inimaginables au sein de sa propre famille. Sa mère, Diane Madison, était une femme extrêmement violente qui infligeait à son jeune fils des souffrances physiques et émotionnelles. Les cicatrices de ces abus ont laissé un impact durable sur le psychisme de Madison, façonnant ses actions futures d'une manière à la fois horrible et tragique. En grandissant, Madison a eu du mal à surmonter les émotions complexes liées à sa mère. Malgré les mauvais traitements qu'il a subis, il a admis avoir des sentiments contradictoires à propos de la mort de sa mère. Cette gamme d'émotions contradictoires témoigne des profondes cicatrices psychologiques laissées par son éducation tumultueuse, qui lui a laissé un sens déformé du bien et du mal. Il est important de noter que si les antécédents de Madison permettent de mieux comprendre les facteurs qui ont pu contribuer à ces crimes ultérieurs, ils n'excusent ni ne justifient ces actes. De nombreuses personnes ont connu une enfance difficile et n'ont pas eu recours à la violence. Cependant, la compréhension des expériences traumatisantes qui ont façonné la vie de Madison à ses débuts permet d'éclairer l'enchaînement complexe des circonstances qui l'ont conduit à sombrer dans l'obscurité. Le 19 juillet 2013, le service de police d'East Cleveland a été informé qu'une odeur nauséabonde émanait d'un garage loué à Michael Madison. Les agents sont intervenus rapidement, sans se douter des horreurs qui les attendaient. En entrant dans le garage, une vague de puanteur putride a envahi l'air, signalant que quelque chose de sinistre se trouvait à l'intérieur. Leurs pires craintes ont été confirmées lorsqu'ils ont découvert un corps en décomposition gisant sur le sol. L'identité de la victime n'est pas connue dans l'immédiat, mais la scène macabre ne laisse aucun doute sur le fait qu'un crime odieux a été commis. L'enquête ne fait que commencer. Le lendemain, la recherche de réponses s'est intensifiée avec la découverte de 2 nouveaux corps. L'un d'eux a été découvert dans une arrière-cour, tandis que l'autre a été retrouvé dans le sous-sol d'une maison vacante. Chaque victime était enveloppée dans un sac en plastique, jeté sans ménagement comme un vulgaire déchet. La proximité des corps, à une distance de 100 à 200 mètres les uns des autres, suggère un schéma qui fait froid dans le dos. Au fil de l'enquête, les forces de l'ordre ont méticuleusement passé au peigne fin les éléments de preuve, déterminés à traduire l'auteur du crime en justice. Les corps des 3 femmes, identifiées comme Shetisha Shile, Angela Deskins et Shirelda Ellen Terry, ont été examinés à la recherche d'indices pouvant mener à l'identité de leur meurtrier. La recherche de réponses a conduit les enquêteurs à l'appartement de Michael Madison. Munis d'un mandat de perquisition, ils sont entrés dans sa résidence, espérant découvrir d'autres preuves qui le relieraient au crime. À l'intérieur, ils ont découvert des signes inquiétants de décomposition, renforçant encore le lien entre Madison et les meurtres. Cependant, l'arrestation de Madison n'a pas été une tâche facile. Lorsque la police est arrivée au domicile de sa mère, où il était supposé résider, elle a été confrontée à une brève impasse. Madison, apparemment conscient de la gravité de la situation, ne s'est pas laissé faire. Finalement, après une confrontation tendue, il a été placé en garde à vue sans incident. L'arrestation de Michael Madison a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, les habitants se rendant compte qu'un tueur en série vivait parmi eux. Le sentiment de peur et de trahison était palpable, alors que la communauté s'efforçait d'accepter l'ampleur des crimes commis. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, l'accent a été mis sur la découverte de toute l'étendue des crimes commis par Madison. La recherche d'autres victimes est devenue une priorité absolue, les forces de l'ordre travaillant sans relâche pour ne négliger aucune piste. La communauté attendait anxieusement des réponses, cherchant désespérément à tourner la page et à se sentir en sécurité. Au cours de l'enquête, les noms des victimes sont restés gravés dans la mémoire du public.
Shetisha Shile, une jeune femme disparue depuis septembre 2012, Angela Deskins, une habitante de Cleveland portée disparue en juin 2013, et Shirelda Ellen Terry, une jeune femme prometteuse de 18 ans qui a disparu après avoir quitté son emploi d'été dans une école primaire de Cleveland. Ces femmes, dont les vies ont été tragiquement interrompues, sont devenues des symboles de l'impact dévastateur des crimes de Madison. Le 22 juillet 2013, Michael Madison a été formellement inculpé de 3 chefs d'accusation de meurtre aggravé. La gravité des accusations reflète la nature odieuse des crimes qu'il est accusé d'avoir commis. Sa caution a été fixée à la somme étonnante de 6 millions de dollars, ce qui témoigne de la demande de justice de la part de la communauté. L'arrestation de Michael Madison et l'enquête qui a suivi ont marqué un tournant dans la recherche de réponses. Alors que la communauté était sous le choc et l'horreur des crimes, les forces de l'ordre ont travaillé sans relâche pour monter un dossier contre Madison. Le procès s'est ouvert le 4 avril 2016, l'accusation présentant un dossier convaincant contre Madison. La salle d'audience était remplie de tension et d'impatience, alors que l'accusation présentait méticuleusement les preuves, dressant le portrait saisissant d'un homme animé de sombres désirs et d'un mépris total pour la vie humaine. Le jury a écouté attentivement l'accusation souligner la nature sexuellement motivée des meurtres. Il a présenté une chronologie effrayante des événements, reconstituant méticuleusement les liens entre Madison et ses victimes. Les preuves contre lui étaient accablantes et ne laissaient que peu de place au doute. L'avocat de Madison, David Grant, a plaidé non coupable en son nom. Cependant, le poids des preuves contre son client semblait insurmontable. La stratégie de la défense a consisté à contester la gravité des accusations et à tenter d'empêcher l'accusation de requérir la peine de mort. Mais l'horreur des crimes commis par Madison ne laissait guère de place à la sympathie ou à l'indulgence. Tout au long du procès, la salle d'audience a été remplie de témoignages émouvants de la part des témoins, des experts médico-légaux et des familles des victimes. L'impact dévastateur des actes de Madison sur la vie de ceux qui restent est palpable. La peine et l'angoisse ressenties par les familles étaient gravées sur leurs visages, rappelant constamment les dommages irréparables causés par les actes odieux de Madison. Le 5 mai 2016, le jury a rendu son verdict. Michael Madison a été reconnu coupable des 13 chefs d'accusation retenus contre lui, notamment des meurtres de Shirelda Terry, Shetisha Shile et Angela Deskins. La décision du jury a été rapide. Il a passé moins d'une journée à délibérer avant de rendre un verdict unanime. Le poids des preuves n'a laissé aucune place au doute dans leur esprit. À la lecture du verdict de culpabilité, un soupir de soulagement collectif a retenti dans la salle d'audience. Les familles des victimes, qui ont enduré des mois de douleur et d'incertitude, ont enfin trouvé un semblant d'apaisement. Justice a été rendue, mais le voyage est loin d'être terminé. Au cours du procès, Michael Madison a annoncé son intention de faire appel du verdict devant la Cour suprême de l'Ohio. Sa défiance et son absence de remords n'ont fait qu'attiser la colère et le chagrin des proches des victimes. Les cicatrices laissées par ces actes ne guériront jamais complètement, mais la condamnation a apporté un sentiment de validation et une lueur d'espoir pour un avenir libéré de l'emprise de la peur. Le 20 mai 2016, le jury a recommandé que Madison soit condamné à la peine de mort. La nature effrayante de ces crimes et l'impact dévastateur sur les familles des victimes n'ont laissé aucun doute sur le fait que le châtiment ultime était justifié. La recommandation a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience, alors que la réalité du sort de Madison commençait à s'imposer. Dans le cadre de l'audience, l'un des pères de la victime devait monter sur le podium pour faire une déclaration. Avant la déclaration d'impact, Madison a été vu en train de sourire pendant le prononcé de la sentence, et ce sourire a poussé Van Terry, le père de la victime, Shirelda Terry, à se jeter sur Madison, en colère contre le meurtre de sa fille. « Bonjour à la cour, je m'appelle Van Terry, père de Shirelda Terry. Pour l'instant, je suppose que nous sommes censés, dans nos cœurs, pardonner à ce clown, qui a touché nos familles et pris mon enfant. Le 2 juin 2016, la juge Nancy R. McDonnell des Common Pleas de Cuyahoga a donné le coup de grâce. Elle a condamné Michael Madison à la peine de mort, s'assurant ainsi qu'il paierait le prix ultime pour ses actes odieux. Au moment où la sentence a été prononcée, on a vu Madison sourire, signe obsédant de son absence de remords. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions. Les familles des victimes, accablées par le chagrin, étaient aux prises avec une gamme complexe de sentiments, soulagement, colère et sentiment que justice avait été rendue. Van Terry, le père de Shirelda Terry, ne pouvait plus contenir ses émotions et s'est jeté sur Madison dans un acte de rage désespéré. Les actes de Terry témoignent de la douleur et de l'angoisse causées par les crimes impardonnables de Madison. « Cet enculé me sourit ? D'accord, je vais bien. Celui qui porte le chapeau rouge est excusé. Le chapeau rouge doit partir. » Van Terry a finalement été libéré sans inculpation, mais Michael Madison a été condamné à mort et vivra désormais dans le couloir de la mort de l'Ohio. Le 21 juillet 2020, la Cour suprême de l'Ohio a confirmé à l'unanimité la condamnation à mort de Madison.
Cette décision confirme la gravité des crimes commis par Michael Madison et garantit qu'il subira les conséquences ultimes de ses actes. Le chapitre du procès et de la condamnation de Michael Madison est clos, mais les cicatrices laissées par ces crimes resteront à jamais. Le procès et la condamnation de Michael Madison ont marqué une étape importante dans la quête de justice. La salle d'audience est devenue un champ de bataille pour la vérité et la responsabilité, les récits des victimes étant enfin entendus et validés. Même si les blessures causées par les actes de Madison ne guériront jamais complètement, la condamnation a permis de tourner la page et d'entrevoir un avenir libéré de l'emprise de la peur. Dans une scène choquante et chargée d'émotions qui s'est déroulée au tribunal de Détroit, dans le Michigan, un père endeuillé a pris la justice en main. Sous le coup de la colère et du chagrin, le père a attaqué Clifford Daniel Thomas, l'homme reconnu coupable d'avoir tué sa fille de 3 ans. L'incident s'est déroulé dans une salle d'audience de Détroit, laissant les spectateurs incrédules et se précipitant pour se mettre à l'abri. Clifford Daniel Thomas a été reconnu coupable d'homicide involontaire, d'homicide volontaire, de meurtre au second degré et de maltraitance d'enfants au second degré. Cette histoire tragique a commencé lorsque Thomas a gardé la petite fille de Jasmine Gordon, Jamilia, et son fils. Mais le babysitting s'est transformé en cauchemar, entraînant la mort prématurée de Jamilia. L'agression dans la salle d'audience, filmée par un caméraman de la presse locale, a interrompu la procédure de détermination de la peine et a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Au fur et à mesure que les actions du père se déroulent, il devient évident que la douleur et la perte qu'il a endurée l'ont poussé à bout. Cette histoire captivante de chagrin, de colère et de quête de justice vous laissera pantois. Notre histoire se déroule dans la ville animée de Détroit, où la vie d'une jeune fille nommée Jamilia a été tragiquement interrompue. Tout a commencé en septembre 2014, lorsque sa mère, Jasmine Gordon, a confié la garde de ses enfants à Clifford Daniel Thomas, son petit ami de l'époque. Elle était loin de se douter que cette décision aurait des conséquences dévastatrices. Jasmine Gordon, mère célibataire et travailleuse, a laissé ses 2 jeunes enfants, Jamilia et son frère aîné, à la garde de Thomas pendant qu'elle allait travailler. Elle pensait avoir trouvé quelqu'un de confiance pour s'occuper de ses précieux petits. Mais ce qui s'est passé au cours de cette journée fatidique a bouleversé leur vie à jamais. Plus tard dans la journée, Jamilia a été transportée d'urgence à l'hôpital Henry Ford, où les médecins ont lutté désespérément pour lui sauver la vie. Malheureusement, leurs efforts ont été vains et la jeune fille a été déclarée morte à son arrivée. L'équipe médicale a découvert des ecchymoses sur son corps et sa tête et sa poitrine présentaient des signes de violence physique. Les autorités n'ont pas tardé à ouvrir une enquête sur les circonstances de la mort de Jamilia. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, un tableau terrifiant s'est dessiné. Il est apparu clairement que Jamilia avait subi des sévices inimaginables alors qu'elle était sous la garde de Thomas. Le médecin légiste a également déclaré qu'il était très improbable que l'on ait à faire face à des problèmes de santé publique, que cet enfant ait pu s'infliger ses ossements. Même si elle était maladroite, il a indiqué que cela a eu plusieurs conséquences sur sa tête. Retour rapide dans la salle d'audience, où la justice est enfin rendue. Clifford Daniel Thomas se tient devant le juge, attendant sa condamnation pour le crime odieux qu'il a commis. L'atmosphère est tendue, empreinte de chagrin, de colère et d'un besoin désespéré de tourner la page. La salle d'audience était remplie de membres de la famille, d'amis et de citoyens concernés, tous désireux d'obtenir justice pour Jamilia. Parmi eux se trouvait son père, dont le chagrin et la colère étaient palpables. Personne ne se doutait que ce père en deuil avait atteint son point de rupture. Alors que la procédure de condamnation était sur le point de commencer, le père, accablé de douleur, n'a pas pu contenir ses émotions. Dans un moment de pur désespoir, il a sauté par-dessus la barrière de protection et a donné un puissant coup de poing à Thomas, l'homme responsable de la mort de sa fille. Le chaos s'installe alors que les spectateurs se précipitent pour se mettre à l'abri, choqués par cette soudaine explosion de violence. L'agitation a contraint la juge Margaret Van Houten à interrompre la procédure afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes présentes. Le père a été rapidement évacué de la salle d'audience et placé en détention, le temps que l'ordre soit rétabli. L'incident a laissé une trace indélébile dans la salle d'audience, rappelant brutalement la douleur et l'angoisse causées par la mort prématurée de Jamilia. Après une brève interruption, la procédure de détermination de la peine a repris. Le juge, l'accusation et la défense sont tous parfaitement conscients du poids émotionnel qui plane dans l'air. Il était temps que justice soit rendue, non seulement pour Jamilia, mais aussi pour sa famille en deuil. Jasmine Gordon, la mère qui avait confié la sécurité de ses enfants à Thomas, a dû faire ses propres comptes. Elle a été condamnée à une peine de 14 à 25 ans de prison pour maltraitance d'enfants au premier degré, en tant que complice, et à une peine de 7 à 15 ans pour homicide involontaire. Ces peines seront purgées concurremment, une petite mesure de justice pour la vie perdue.
Au cours de la partie de l'audience de détermination de la peine consacrée à l'impact sur les témoins, la grand-mère paternelle de Jamilia, Deborah McAdoo, est venue à la barre. Elle a parlé avec passion de la perte de son unique petite-fille, exprimant son profond chagrin et sa colère envers Gordon. Madame McAdoo a critiqué Madame Gordon pour avoir confié ses enfants à un étranger et a déploré qu'elle n'ait pas plutôt amené Jamilia à son fils. L'assistante du procureur du comté de Wayne, Laura Weingarten, a fait une déclaration percutante, tenant Thomas pour responsable de la mort de l'enfant. Elle a fait valoir qu'il était au courant de la maladie dont souffrait Jamilia tout au long de sa vie et qu'il avait laissé les mauvais traitements se poursuivre, ce qui a entraîné cette issue tragique. Madame Weingarten a insisté sur le fait que les mères devaient être tenues pour responsables de la sécurité de leurs enfants et que les agresseurs devaient subir de lourdes conséquences. Avant le prononcé de la sentence finale, Jasmine Gordon a adressé au juge un plaidoyer empreint d'émotion. Au travers de larmes et de sanglots déchirants, elle a imploré la clémence, affirmant qu'elle avait fait de son mieux en tant que mère. Ses paroles étaient empreintes de désespoir et de remords, mais le juge lui a rappelé les choix qu'elle avait faits et qui avaient conduit au destin tragique de sa fille. Vous êtes entièrement responsable de ce qui est arrivé à votre enfant. C'est pourquoi je vous lie tous les deux au comté de Wayne. Clifford Daniel Thomas, l'homme directement responsable de la mort de Jamilia, a également dû faire face aux conséquences de ses actes. Il a été condamné à une peine de 57 mois à 15 ans pour homicide involontaire et à une peine d'1 à 2 ans pour résistance et obstruction à un officier de police. Dans une tournure surprenante, Thomas s'est excusé auprès de la famille, exprimant son ignorance et son manque de compréhension de l'état de Jamilia. Il a affirmé qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait avec l'enfant, tentant ainsi de se distancier de la portée de ses actes. Toutefois, ces paroles n'ont guère contribué à atténuer la douleur et le chagrin ressentis par les proches de Jamilia. À la fin de la procédure judiciaire, le poids de la tragédie pesait lourd dans l'air. L'attaque dans la salle d'audience a rappelé de manière brutale les émotions brutes et le besoin désespéré de justice. Ce moment a choqué la communauté et attiré l'attention sur les conséquences dévastatrices de la maltraitance des enfants. Au fur et à mesure que la nouvelle de l'attaque de la salle d'audience se répandait, l'histoire a attiré l'attention des médias. Les gros titres ont fait état de comptes rendus sensationnels de l'incident, suscitant l'intérêt du public et déclenchant d'intenses débats. La communauté était divisée, certains compatissant à l'acte désespéré du père, tandis que d'autres condamnèrent la violence. Cet incident choquant a déclenché une tempête d'émotions au sein de la communauté. Nombreux sont ceux qui ont éprouvé une profonde empathie pour le père éploré, comprenant la douleur et l'angoisse qui l'ont poussé à agir de manière aussi radicale. Ils ont vu dans son attaque un appel désespéré à la justice dans un système qui, selon eux, l'avait laissé tomber. L'incident du tribunal a également servi de catalyseur pour le changement. Les groupes de défense et les citoyens concernés se sont mobilisés pour exiger des réformes des services de protection de l'enfance et du système judiciaire. Ils ont demandé une sensibilisation accrue à la maltraitance des enfants, une réglementation plus stricte pour les prestataires de services de garde d'enfants et un meilleur soutien aux victimes et à leurs familles. À la suite de cette tragédie, la communauté s'est ralliée à la famille en deuil, lui offrant soutien et réconfort. Les dons ont afflué pour aider à couvrir les frais d'obsèques et à fournir des conseils aux membres de la famille restés sur place. Cet élan d'amour et de compassion témoigne de la détermination de la communauté à rester unie face à la tragédie. La guérison et le rétablissement sont devenus primordiaux pour la famille et la communauté dans son ensemble. Des groupes de soutien ont été créés pour offrir un espace sûr aux survivants de la maltraitance des enfants et à leurs familles, afin qu'ils puissent partager leurs expériences et trouver du réconfort les uns auprès des autres. Des thérapeutes et des conseillers ont proposé leurs services pour aider les personnes à surmonter les émotions complexes suscitées par cette tragédie. Pendant ce temps, les répercussions juridiques se poursuivent. Le père qui avait attaqué Clifford Daniel Thomas dans la salle d'audience a dû faire face à ses propres batailles juridiques. Bien que certains compatissent à ces actes, la loi ne peut pas ignorer l'acte de violence. Il a été inculpé d'agression et risque de se voir infliger des peines supplémentaires. Je ne suis pas suicidaire. Arrêtez de rire des Noirs. Je ne suis pas suicidaire et je suis innocent. J'aurais pu dire que j'étais coupable il y a longtemps. Aujourd'hui, nous sommes au tribunal du comté de Cook, où nous nous penchons sur le cas tristement célèbre de Jussie Smollett, l'acteur qui a été condamné pour avoir mis en scène un crime raciste et homophobe contre lui-même et pour 5 chefs d'accusation de troubles à l'ordre public pour avoir déposé de faux rapports de police. Cette histoire a captivé la nation, car l'affirmation de Smollett, selon laquelle il a été victime d'une agression raciste et homophobe, s'est transformée en un tissu de tromperie et de controverses. Tout a commencé dans une rue sombre de Chicago en janvier.
Jussie Smollett, connu pour son rôle dans la série télévisée à succès Empire, a signalé à la police qu'il avait été victime d'une agression brutale. Selon son récit, 2 hommes masqués l'ont battu, lui ont lancé des insultes raciales et homophobes et lui ont même passé la corde au cou. La nation a été indignée, et Smollett est devenu un symbole de résilience face à la haine. Au fil de l'enquête, les détails de l'agression présumée ont semblé brosser un sombre tableau de la violence raciale et homophobe. Les médias et le public se sont ralliés à Smollett, lui exprimant leur soutien et exigeant que justice soit faite. Mais au fur et à mesure que l'enquête progressait, des fissures ont commencé à apparaître dans l'histoire de Smollett. Il a été révélé que Smollett avait engagé 2 frères, Abel et Ola Osundairo, pour organiser l'attaque. Les frères, qui avaient déjà travaillé avec Smollett dans Empire, ont avoué leur participation et fourni des preuves qui impliquent Smollett dans l'orchestration de l'incident. Les messages textuels, les transactions financières et les images de surveillance indiquent tous qu'il s'agit d'un canular méticuleusement planifié. Le motif des actes de Smollett n'est pas clair, mais des théories commencent à émerger. Certains pensent qu'il a mis en scène l'attaque pour attirer l'attention et la sympathie, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'agit d'une tentative désespérée pour relancer sa carrière. Quel que soit le motif, la révélation a provoqué une onde de choc dans les médias et dans le public, qui s'était initialement rangé du côté de Smollett. L'affaire ayant attiré l'attention du pays, la procureure du comté de Cook, Kim Foxx, s'est retrouvée au centre d'une controverse. Dans un premier temps, le bureau de Madame Foxx a abandonné les poursuites à l'encontre de Smollett, estimant que les travaux d'intérêt général et la confiscation de sa caution constituaient une sanction suffisante. Cette décision a suscité l'indignation, de nombreuses personnes accusant Madame Foxx d'avoir mal géré l'affaire et d'avoir fait preuve de favoritisme à l'égard de Monsieur Smollett. Cependant, l'histoire a pris une tournure inattendue lorsqu'un procureur spécial nommé par la justice, Dan Webb, a pris en charge l'affaire. L'équipe de Dan Webb a méticuleusement réexaminé les preuves et présenté un dossier convaincant contre Smollett. L'acteur a été inculpé de 5 chefs d'accusation pour troubles à l'ordre public, pour avoir déposé de faux rapports de police. Le procès qui a suivi a été un véritable spectacle médiatique, les caméras ayant été autorisées à pénétrer dans la salle d'audience pour en filmer chaque instant. Des témoins, dont les frères Osundairo, ont témoigné contre Smollett, apportant des preuves accablantes de son implication dans la mise en scène de l'attaque. La défense a soutenu que Smollett avait été victime d'un jugement hâtif et a maintenu son innocence. Après des semaines de témoignages et de délibérations, le jury a rendu son verdict. Smollett a été reconnu coupable de 5 chefs d'accusation pour troubles à l'ordre public et acquitté d'un 6e chef d'accusation. Le verdict de culpabilité a provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement et dans le public qui avait suivi le procès de près. Et maintenant, après plus de 3 ans de drame judiciaire, le jour du jugement est arrivé. Jussie Smollett se tient devant le juge James Lynn pour recevoir sa sentence. La salle d'audience est remplie de tension et d'anticipation alors que la nation attend de connaître les conséquences des actes de Smollett. La tension est palpable alors que la nation attend de connaître les conséquences des actes de Smollett. Le juge du comté de Cook, James Lynn, préside la salle d'audience, le regard sévère et inébranlable. Jussie Smollett est assis à la table de la défense, entouré de ses avocats et d'adjoints du shérif. L'atmosphère est chargée d'impatience alors que le juge s'apprête à rendre sa décision. Vous êtes désormais un criminel condamné à perpétuité. Votre famille qui vous aime et vous soutient. Je ne veux utiliser que le mot « pardonner », parce que l'oublier n'est même pas nécessaire. Ils sont tellement avec vous, ils sont tellement soudés, mais il faut vivre avec le fait que vous les avez vraiment mis à rude épreuve. Smollett, vêtu d'un masque qu'il a porté tout au long de l'audience, écoute attentivement les conseils de ses avocats. Il reste silencieux, choisissant de ne pas faire de déclaration avant que le juge n'annonce la sentence. Le poids de ce moment pèse lourd dans l'air. Le procureur spécial Dan Webb, connu pour sa quête inébranlable de justice, se tient à proximité, observant la procédure avec un sentiment de satisfaction. Il avait demandé à la Cour d'inclure une peine de prison appropriée dans la condamnation de Smollett, en soulignant l'impact de ses actes sur les victimes de crimes de haine. Smollett a été condamné à 150 jours de prison dans le comté de Cook. En outre, il devra restituer 120 106 $ à la ville de Chicago et s'acquitter d'une amende de 25 000 $. Vous devrez restituer à la ville de Chicago la somme de 120 106 $. Vous êtes condamné à une amende de 25 000 $, qui est l'amende maximale. Vous passerez les 150 premiers jours de votre peine dans la prison du comté de Cook. Des halètements et des murmures parcourent la salle d'audience à mesure que la sévérité de la sentence se fait sentir. Le visage de Smollett révèle un mélange de choc et d'incrédulité. Il retire son masque, acte symbolique de défi, et se lève. Le plaidoyer passionné de Smollett résonne dans la salle d'audience. Sa voix est pleine de conviction. L'émotion dans la salle est palpable lorsque les adjoints l'emmènent, ses mots restant dans l'air.
Je ne suis pas suicidaire. D'accord. Je ne suis pas suicidaire. Je suis innocent et je ne suis pas suicidaire. Si j'ai fait cette chose, cela signifie que j'ai enfoncé mon poing dans les peurs des Noirs américains dans ce pays depuis plus de 400 ans. Et les craintes de la communauté LGBT. Votre honneur, je vous respecte et je respecte le jury, mais je n'ai pas fait ça. Et je ne suis pas suicidaire. Alors que Smollett est escorté hors de la salle d'audience, il lève le poing et crie une fois de plus, clamant son innocence à qui veut bien l'entendre. Les échos de ses paroles se répercutent dans les couloirs, laissant une impression durable sur toutes les personnes présentes. Je ne suis pas suicidaire. Arrêtez de rire des Noirs. Je ne suis pas suicidaire et je suis innocent. J'aurais pu dire que j'étais coupable il y a longtemps. La condamnation de Jussie Smollett a provoqué une onde de choc dans tout le pays. L'acteur autrefois adulé, connu pour son talent et son charisme, doit aujourd'hui faire face aux conséquences de ses actes. La procédure judiciaire est terminée, mais l'impact de cette affaire se fera sentir dans les années à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salles d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.